Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire 2026 où nous allons explorer les énergies astrologiques de l'année. J'ai du monde avec moi, c'est un live aujourd'hui et j'ai du monde avec moi dans ce live, donc c'est très agréable. On va pouvoir peut-être avoir des questions aussi au fur et à mesure auxquelles j'essaierai de répondre à la fin de ce webinaire. Donc je partage tout de suite ma présentation et on démarre. Je vais aussi me mettre un petit timer pour savoir où j'en suis. Alors, aujourd'hui, donc, on va discuter de l'année 2026 sous l'angle astrologique. Alors, quel est le programme? On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a déjà vu en 2026 et qu'est-ce qui va être nouveau en qu'est-ce qu'on a déjà vu en 2025 et qu'est-ce qui va être nouveau en 2026. On va faire un tour d'horizon 2026 où je vais vous donner plein d'éléments justement sur les transits planétaires et vous donner les dates à retenir. Alors, je précise, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes et de tout retenir. Je vais faire en sorte de vous fournir un écrit, un document sur lequel vous aurez toutes les informations en fait, qu'on aura vues aujourd'hui. Donc, vous pouvez vraiment profiter, poser des questions, voilà, profiter tranquillement de ce moment entre nous. Je vous donnerai également des éléments sur les éclipses de l'année, sur les rétrogradations de Mercure et de Vénus. Et puis, on essaiera de garder un temps donc, pour les questions, si je suis efficace. Avec autant de planètes en Capricorne, franchement, en ce moment, si je ne suis pas efficace, c'est que je ne mets pas d'humain. Donc, vous repartirez avec une compréhension à la fois globale et subtile des énergies de l'année, les dates à retenir et leur signification. Ce webinaire est pour vous si vous aimez l'astrologie, si vous êtes prêt à vous poser 1 heure, puisqu'on est ensemble jusqu'à 14 heures, pour découvrir l'année à venir, et si vous avez des questionnements par rapport à certains transits, d'un point de vue général. Ce webinaire n'est pas pour vous si vous n'aimez pas l'astrologie, si vous n'avez pas le temps de vous poser 1 heure pour découvrir l'année à venir, et si vous voulez uniquement des informations personnalisées sur l'année l'astro 2026, parce que bien sûr, je vais essayer de vous donner des petits éléments à chaque fois sur, voilà, ça va concerner plus ou moins ce signe-là ou ce signe-là, mais bien sûr, ça ne sera pas pareil qu'une analyse personnelle de votre thème à vous. Je suis Élise Fonton-Dandon et je suis astrologue professionnelle, ce qui veut dire que c'est mon activité à plein temps. J'accompagne des personnes à travers l'astrologie pour les aider à faire des choix alignés au bon moment, principalement des personnes, bien sûr, en période de transition, de questionnement, de virage de vie, mais aussi beaucoup de gens qui ont simplement envie de savoir où ils vont et qui ont envie d'utiliser les énergies astrologiques du moment à bon escient. Mon approche, elle est, je dirais, sensible et concrète. Je donne des consultations donc, de thème natal, de prévisionnel, les analyses des énergies actuelles et à venir, relationnelles de personnes, d'orientation professionnelle également pour les personnes, soit les étudiants, soit les personnes en reconversion, et d'astrocartographie, l'astrologie des lieux quand on veut déménager, par exemple. Je donne également des cours d'astrologie et j'ouvre un nouveau créneau d'ailleurs de cours collectifs au mois de février, le mercredi après-midi. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça peut vous intéresser. Ceci étant dit, 2026, c'est une année vraiment charnière, qui marque un changement très important de fond et de texture, je dirais, de la vie autour de nous. Donc, c'est exactement le type de période où l'astrologie, à mon avis, ça devient un outil clé de discernement et de navigation hyper précieux, à mon sens. Alors, bye bye 2025. Pour beaucoup, je ne sais pas si c'est votre cas, vous pourrez peut-être me faire signe si c'est votre cas, mais pour beaucoup, ça a été une période très difficile, 2025, une période de perte, de dissolution, de confusion, de chaos pour certains, oui, j'en vois qui hochent la tête. Si c'est votre cas, les espoirs sont permis. Car on va dire les vagues contours qui ont émergé en 2025, qui prendront sans doute une forme qui sera, alors peut-être pas toujours plus simple, mais au moins plus intelligible en 2026. Et en particulier, je pense au cours de l'été, où on aura beaucoup de... Voilà, les planètes lentes feront des aspects entre elles qui seront assez intéressants, assez porteurs. Ça ne sera pas exempt de défis l'été, mais malgré tout, il y aura des choses tout de même très intéressantes. Les transits, en fait, en 2026, je pense qu'on va tous ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Les transits planétaires, ils annoncent de grandes transitions, qu'elles soient personnelles ou collectives, et tout commence dès la fin de ce mois de janvier. Donc, on connaît déjà un certain des transits planétaires de l'année 2026. En fait, on les a déjà expérimentés quelques mois en 2026, en particulier pendant l'été, où il y a eu une concentration de planètes qui avait changé de place, si vous voulez, pendant cette période. C'était une sorte de parenthèse au milieu de l'année 2025. Donc en 2026, ils reviendront pour de bon, entre guillemets,
pour plusieurs années pour la plupart, et leurs implications nous apparaîtront, comme je le disais, probablement de manière un peu plus claire. Donc, je précise pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, hein, c'est quoi un transit planétaire? Un transit planétaire, c'est un déplacement, hein, c'est une planète en déplacement finalement. Et quand je dis transit planétaire, je parle surtout des planètes lentes qui se déplacent rarement finalement. Elles marquent, les planètes lentes, elles marquent la toile de fond de nos existences, l'arrière-plan si vous voulez, la teinte qu'a notre ambiance au niveau social et collectif finalement. Donc quand plusieurs se déplacent, ben forcément c'est le signe d'un changement sociétal majeur et d'une véritable page qui se tourne. Donc pour vous les citer, ces transits qui ont déjà eu lieu l'année dernière, et bien sûr je reviendrai dessus en détail, on a eu Saturne et Neptune qui ont passé l'été dernier en Bélier, Uranus qui l'a passé en Gémeaux, et puis Jupiter qui circule déjà en Cancer depuis le mois de juin. Ça, c'est pas tout à fait la même chose parce que lui, bon, il n'a pas juste fait un petit saut et il est revenu en arrière, non. Il est entré en Cancer et juste il continue son séjour, tout simplement. Donc voilà pourquoi on aura sans doute une impression de déjà-vu d'une certaine manière avec les transits 2026. Donc, quelques nouveautés, par contre, des choses que nous n'avons pas encore vues en 2025 et qu'on va découvrir en 2026, eh bien, on aura déjà la première conjonction réelle entre Saturne et Neptune. C'est la première depuis 1989. Ils étaient très, très proches tous les deux déjà toute l'année 2025, mais là, c'est officiel, ils sont ensemble en février. On aura également, en 2026, le début d'une transition des éclipses. Elles vont commencer à se décaler dans les signes du Lion et du Verseau, alors qu'en 2025, elles étaient uniquement dans les signes de la Vierge et des Poissons. En juillet, on va avoir l'arrivée de Jupiter en Lion, ça c'est nouveau également, ça fait 12 ans qu'on ne l'a pas vu dans ce signe. Et puis, à partir de l'été, on aura des planètes, des aspects porteurs entre les planètes lentes. Alors ça, je ne pourrais pas tout détailler parce qu'il y en a tellement et que ça va durer vraiment pour la plupart des années. J'en reparlerai bien sûr au fur et à mesure de l'année, dans mes newsletters, dans mes analyses mensuelles. Donc ça, vous pouvez toujours regarder ça pour avoir des informations au fur et à mesure des mois. Avant d'aller en détail, voir tout ce que ces changements signifient, etc., je vous propose on va dire une prise de recul, voilà, pour réfléchir en termes d'éléments. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est tout à fait notable, je trouve, c'est que ces dernières années, nous avons eu une dominante yin. Et je vais vous expliquer ce que ça signifie. En fait, ces dernières années, 4 planètes lentes sur 5, c'est beaucoup, étaient soit en signe de terre, soit en signe d'eau. Nous avons eu Pluton en Capricorne entre 2008 et 2024. Nous avons eu Uranus en Taureau entre 2018 et 2026. Ce sont des signes de terre. Nous avons eu Neptune en Poisson entre 2011 et 2026 et Saturne en Poisson entre 2023 et 2026. Tout ça, ces deux-là, Poisson, c'est un signe d'eau. Donc, ça donne une dominante yin. La terre et l'eau, les signes de terre et d'eau sont de dominante yin. Polarité yin. Donc, c'est marqué, si vous voulez, par des processus qui ont plus un rapport avec le ralentissement, l'intériorisation, la maturation. Les signes yin, en théorie, ils donnent forme à ce qui est émis dans les signes yang. Donc, il y a vraiment cette idée de donner forme, de concrétiser, d'être plus dans l'intériorité et dans la réceptivité. Donc, sur le plan sociétal, ça a pu se traduire par des dynamiques de repli, de protection, de gestion des peurs, de confrontation aux limites matérielles, émotionnelles ou écologiques. Et puis, avec les transits en Poisson, beaucoup ont pu ressentir une très grande fatigue, un besoin accru aussi de sécurité. Ça, c'est pas tellement l'eau, c'est aussi la terre, mais au niveau de l'eau et des poissons, la fatigue diffuse, aussi des phases de deuil, de tri intérieur, de dépouillement, comme si finalement on devait un petit peu aller à l'essentiel avant une sorte de nouvelle expansion. Bon, et vous me voyez venir du coup, on va avoir tout l'inverse, c'est-à-dire on va vraiment passer dans une dominante yang qui va être très très nette à partir de 2026, puisque vous voyez, Pluton, il est passé en air à la fin de 2024, il est rentré en Verseau, Uranus, lui, rentre en Gémeaux en 2026, pareil, signe d'air, Neptune, il rentre en Bélier, et Saturne également, ça c'est du feu. On aura également du feu avec Jupiter en Lion à partir de mi-2026, et puis les éclipses également se dérouleront dans des signes de feu et d'air. Ça commence avec une éclipse en signe d'air dès le mois de février. Donc, qu'est-ce que ça fait du coup une dominante feu-air, donc yang ou masculine si vous voulez? Ça imprime un climat qui est enthousiaste. Il y a une idée de mouvement, de rapidité. Les idées circulent vite, on a des élans très vifs.
une envie de prendre sa place peut-être. Le côté feu, donc Jupiter en Lion, Saturne et Neptune en Bélier, l'éclipse en Lion, eh bien, ça va nous pousser à oser, à créer, à initier, à prendre position, à agir parfois aussi de façon brute ou impatiente. Le côté air, parfois, par contre, ça va être, donc ça c'est plutôt en Verseau, Uranus en Gémeaux et l'éclipse donc en Verseau en février, ça accélère la circulation de l'information. Les mutations technologiques, sociétales, idéologiques même. Donc cette année, il y a vraiment cette idée qu'on va peut-être être poussé à incarner nos visions, nous déplacer, communiquer différemment aussi peut-être. On va dire que l'inconvénient de ça, bon, outre le côté peut-être un peu plus agressif de l'énergie yang, c'est qu'on peut aller un peu vers une sorte de surchauffe mentale, parce que ça favorise des élans collectifs assez puissants, des prises de parole peut-être plus radicales, une créativité, ça très net, on va certainement être très créatif cette année, mais aussi peut-être une sorte de surchauffe mentale. Trop d'idées, ça va trop vite, on ne prend pas forcément le temps de l'ancrage air ou du ressenti émotionnel eau. Donc, une clé, à mon avis, ça va être le centrage sur le cœur, justement, cette année, parce que c'est là qu'à mon avis, on aura des ressources. On aura Jupiter dans le signe du Lion, qui est lié au cœur. On aura le nœud sud également, qui est un point, moi, je le vois, entre autres, comme une sorte de petit panier dans lequel on peut aller puiser des ressources. Et donc, les ressources du cœur, je pense que ça va être très important. Ah, désolée pour vous, Fabienne. Ces soucis de son du côté d'une personne. Voilà, donc c'est une année qui va être très intéressante, mais je pense, se centrer sur le cœur, ça peut être une vraie clé. Alors, plein de dates importantes pour 2026. Je vais vous donner celle des changements de signes, du coup. Quand est-ce qu'il y a ces transitions, justement, des changements de signes des planètes lentes, les dates des éclipses, et comme je vous disais, les rétrogradations de Mercure et Vénus. Et vous allez voir que Mercure également va être certainement une ressource cette année. Alors, pour vous illustrer un petit peu visuellement ce que ça donne, ces histoires de changement de signe, Pluton, lui, il est en Verseau, il y reste, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mouvement. Les planètes, voilà, ça c'est la roue du zodiaque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la roue du zodiaque. C'est la roue de l'année, finalement, et l'année astrologique, elle commence ici, en Bélier. Quand le soleil arrive ici, c'est le début de l'année astrologique et c'est le printemps. Voilà. Et les planètes circulent toutes dans ce sens-là. Donc ici, Saturne et Neptune, qui sont actuellement à la toute fin des poissons, hop, ils vont sauter le pas et entrer en Bélier. Uranus va rentrer en Gémeaux. Jupiter va sortir du Cancer et rentrer en Lion. Pour rappel, encore une fois, les planètes lentes, ce sont vraiment celles qui marquent la toile de fond, ce sont celles qui sont illustrées à l'écran, ce sont celles qui placent vraiment la toile de fond de nos générations, de nos sociétés, dans quelle ambiance on vit, dans quelle ambiance on grandit, et ça marque aussi des générations de gens. Donc, encore une fois, comme il y a énormément de changements cette année, c'est une année très importante. C'est une grande année de transition, comme 2025, mais comme cette année, ça s'installe de façon permanente, c'est vraiment là qu'on va pouvoir tourner une grande page et ouvrir un chapitre, selon l'image qui vous parle le plus. Donc, les changements de signes. Voilà les dates, et je vais les répéter. Ces dates-là, vous les aurez répétées sur le détail, donc allons-y sans plus attendre. Attaquons avec Neptune en Bélier. Neptune en Bélier, on ne l'a pas vu dans ce signe depuis le 19e siècle. Donc, vous voyez, c'est tout nouveau pour nous, on va découvrir finalement. Ça va vraiment être une ère, jusqu'en 2039, comme vous voyez. Ça va être une ère d'utopie héroïque et de nouveaux idéaux, certainement. Neptune, c'est une planète de rêve, d'imaginaire, de spiritualité, d'illusion. Et elle va se conjuguer à l'énergie du Bélier, qui est un signe d'action, d'initiative, de courage et d'individualité. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être un cycle inédit, du coup, où certainement que l'élan, le courage, l'affirmation de soi vont être traversés par un idéal, par une vision. Donc, je pense que il va y avoir plusieurs conséquences. Certainement qu'on va avoir une dissolution d'anciens idéaux, d'anciennes utopies, d'anciennes spiritualités, probablement, pour laisser place, du coup, à de nouvelles inspirations, de nouvelles spiritualités, de nouvelles idéologies, peut-être assez instinctives. On pourrait assister à l'émergence de leaders idéalistes, visionnaires, empathiques, ça c'est le bon côté de Neptune, ou manipulateurs et menteurs, c'est son mauvais côté. On pourrait voir apparaître de nouveaux apôtres de la non-violence. Par exemple, Gandhi, il avait un soleil en balance qui est déjà assez pacifiste de base, mais opposé à Neptune en Bélier à l'époque. Donc, on pourrait éventuellement voir émerger quelqu'un qui prendrait un rôle de ce genre. On pourrait avoir expérimenté des
une vague d'idéalisation et de désillusion par rapport à la guerre, par rapport aux héros. On pourrait également voir apparaître des conflits idéologiques. Ça, malheureusement, c'est vrai que le signe du Bélier est quand même un signe assez martial. Il est maîtrisé par Mars, planète des conflits. Et ce transit, il pourrait éventuellement brouiller les repères par rapport à l'identité individuelle, qui est très liée au Bélier. Mais en même temps, ça pourrait également réveiller chez certains un besoin d'agir, un besoin profond d'agir, en accord avec une vision intérieure authentique et courageuse. Ça, c'est les bons côtés, par contre, de ceci. Voilà pour Neptune en Bélier. Allons voir Saturne, parce qu'ils sont un petit peu indissociables l'un de l'autre, puisqu'ils arrivent ensemble, ils restent ensemble pendant quand même encore quelques temps. Donc Saturne en Bélier, il y a cette idée qu'il va falloir, donc il est là jusqu'en avril 2028. Donc ici, l'idée, c'est bâtir bien, mais vite, parce qu'il y a une idée d'urgence en Bélier. Et Saturne, il va devoir concilier. Alors Saturne, en fait, il est en chute dans le signe du Bélier, donc il n'est pas très à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un défi, et nous aurons tous un défi à cet endroit-là, c'est concilier l'impulsivité, la vitesse, la fougue du Bélier, avec la planète du temps, du sérieux, de l'engagement et de la construction. On va devoir apprendre à agir vite et durablement, à bâtir des projets à la fois audacieux et solides, à canaliser peut-être notre goût du risque, à définir des limites aussi réalistes à notre volonté. C'est un signe très volontaire, le Bélier. Avec Saturne ici, on va peut-être être face à certaines contraintes réelles qui vont nous montrer que on ne peut pas toujours avoir tout de suite maintenant parce que j'ai décidé. Saturne en Bélier, c'est un temps aussi de responsabilisation de l'élan personnel. Ça demande maturité, stratégie et persévérance dans un secteur de notre vie où habituellement, on fonctionne sans attendre, on fonctionne à l'instinct à cet endroit-là. On fonctionne aussi avec beaucoup d'intuition. C'est un signe très intuitif, le Bélier. Donc, on va devoir vraiment prendre la responsabilité de nos actes, gérer notre frustration, et selon les cas, soit devoir attendre, du coup gérer les délais, renoncer à l'immédiateté que le Bélier adore, soit, encore comme je le disais au début, bâtir, mais dans l'urgence. Voilà. Ça se fait tout de suite, c'est maintenant, et il va falloir s'y mettre. Il y a également l'idée qu'on va peut-être suivre un petit peu moins les règles habituelles et peut-être créer les nôtres. Et là, je prends un petit parallèle. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent les films de Tom Cruise, Mission Impossible. Je prends ce parallèle parce que dans ces films, la série en fait a commencé lors du dernier séjour de Saturne en Bélier en 1996 et elle s'est terminée l'été dernier lorsque Saturne est revenu en Bélier. Il y a vraiment eu un cycle très lié à ça. C'est pour ça que ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, quand même, c'est étrange. Je me suis un petit peu renseignée. Alors là, oui, on a un commentaire d'Alain qui dit que Saturne en Bélier pourrait être le lancement de projets de long terme. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Donc, pour revenir à mon exemple de Mission Impossible, c'est un personnage qui, toujours, à un moment dans les films, c'est un héros qui, toujours, finit par suivre ses propres règles. Il finit par quitter le groupe, par se dissocier du groupe et par tracer sa route, parce qu'il a l'instinct que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà. Donc, vous pouvez garder cet exemple en tête quand vous avez des défis cette année avec Saturne en Bélier. En même temps, c'est un héros qui est très engagé et qui ne va pas laisser tomber. Il s'engage dans ce qu'il a à faire et ça, c'est saturnien également. On pourrait voir apparaître de nouvelles réglementations ou lois, ça c'est Saturne, concernant l'entrepreneuriat, la guerre, la police, les armes éventuellement. Donc voilà pour Saturne. Et maintenant, si on les met ensemble, Saturne et Neptune en Bélier, adieu structure périmée. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un transit qui a eu de fortes répercussions dans l'histoire. Et la dernière fois qu'on l'a vu, si je vous dis 1989, je pense que vous savez tous à quoi je fais référence, bien sûr. C'est vrai que c'est vraiment flagrant. Il se déroule du coup tous les 35 ans, cet aspect, donc il n'est pas non plus, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais voilà, il marque quand même des périodes qui sont très marquantes. Donc, c'est un des transits majeurs probablement donc, de la décennie et il aura des influences au niveau sociétal. Donc, il y a toujours, avec Saturne et Neptune, historiquement, une redéfinition des frontières, des changements politiques et culturels, et il semble jouer un grand rôle dans l'histoire de la Russie. Et je voulais vous partager, pour le coup, je vais mettre la date avant de vous partager l'écran, mais je voulais vous montrer quelques exemples avec l'histoire de la Russie. Je vous partage ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Donc là, on est le 1er février 1917. C'était une période de révolution en Russie. En fait, on voit que Saturne est tout près de Neptune.
Est-ce que vous voyez ma souris? Ouais, voilà. Saturne, hein, fin Cancer, Neptune, début Lion. Et en fait, tout au long de l'année, ils n'ont fait que se rapprocher et se suivre. Hop. Et si je mets à la date, vous voyez déjà en juillet, ça y est, Saturne est avec Neptune. Et ensuite, si on arrive à la date de la révolution qu'ils ont appelée la révolution de novembre, mais d'octobre, mais qui en fait s'est passée en novembre, peu importe, en automne en tout cas, on a où est-ce que je suis? Oui, c'est ça. J'ai bloqué parce qu'il y a Mars au milieu, hein, qui rajoute de la violence et de la colère, etc., bien sûr. Donc, période voilà, hautement épidermique et réactive avec Mars, mais on voit hein, qu'il y a Saturne et Neptune ensemble. Donc déjà, cette période-là, pourquoi je l'indique en 1917? Parce que eh bien, c'est la révolution bolchevique, d'accord? Donc, c'est le début, finalement, de ce que nous, après, on va connaître sous la forme de l'URSS. La deuxième étape marquante que je voulais vous signaler, c'était en 1953. Alors, je ne me souviens plus si c'est mars ou mai, peu importe de toute manière, parce que cette année-là, ils ne se sont pas quittés. C'est la mort de Joseph Staline. Et on a Saturne et Neptune ensemble en balance. Et toute l'année 1953, Saturne et Neptune étaient ensemble. Et si ensuite je vous mets l'année 1989, c'est pareil. Saturne et Neptune, donc là par contre, ils étaient en Capricorne et ils ne se sont pas quittés de toute l'année 1989. Donc vous voyez, hein, ça semble être très... Ah oui, c'est ça, 1989, Capricorne, tout à fait. Donc voilà, on voit hein, qu'il y a un lien comme ça. Donc c'est vrai que je m'attends bien à quelque chose de semblable pour là, qui aurait un rapport avec la Russie. Alors je pense qu'en Bélier, ça pourrait être très rapide. S'il y a des changements, de toute manière, ça pourrait être... Voilà, de toute façon, il y aura cette notion certainement de rapidité. Hein. Le signe du Bélier fonctionne comme ça, à l'instinct, à l'impulsion. Donc surveillons. Leur conjonction hein, sera, comme je vous l'ai montré le 20 février, je vais vous repartager l'écran. Mais ça ne veut pas dire que c'est le 20 février nécessairement qu'il se passera quelque chose, hein, puisqu'ils vont encore rester ensemble un petit moment. Mais comme, en fait, il y a une éclipse qui se passe le 17, donc juste avant, 3 jours avant, et que l'éclipse se passe en Verseau et qu'elle sera gouvernée par Saturne, je pense que l'éclipse va fortement souligner quand même ce transit. C'est vrai qu'à mon avis, mi-février, on devrait voir quelque chose se passer au niveau mondial et géopolitique. Donc, au niveau personnel, elle invite à dissoudre les structures qui ne sont plus viables, finalement. Elle invite aussi à transformer un idéal diffus en un engagement concret, à donner forme à vos rêves, hein, à donner une forme réaliste à des aspirations profondes. Collectivement comme individuellement, hein, elle va mettre en tension, dans le secteur bélier du coup, de votre thème natal, une tension entre rêve et réalité, entre foi et responsabilité, et elle va nous pousser certainement à incarner nos visions. D'ailleurs, je note par rapport à ça, cette histoire de réalité, hein, la réalité qui change. Notez que depuis, j'ai noté que depuis 2023, où Saturne est arrivé dans le même signe que Neptune, et vous avez dû le voir aussi, hein, on a remarqué que c'est de plus en plus difficile de distinguer ce qui est réel et ce qui ne l'est plus. Avec le développement hein, de l'intelligence artificielle, les vidéos modifiées, hein, créées par l'intelligence artificielle, et qu'on n'arrive pas à déterminer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. La réalité augmentée, hein, tous les outils de réalité augmentée, etc. Voilà, tout ça fait partie aussi de ça. Donc d'ailleurs, il se pourrait que là, avec leur arrivée en bélier, il y a des choses qui changent hein, par rapport à ça. Est-ce qu'il va y avoir, peut-être avec Neptune plus proche, des réglementations un peu plus strictes aussi peut-être par rapport à ça, hein, parce que c'est vrai que ça paraît quand même bizarre de pouvoir manipuler les masses à ce point, sans qu'il y ait un cadre un peu plus strict peut-être mis là-dessus. Voilà pour ces deux-là. Notez aussi que en fin mars et en avril, on aura sans doute une forte activation de ce transit pour tout le monde, hein, puisqu'en fait, on aura énormément de planètes rapides qui vont circuler en bélier. On aura, je crois que c'est Vénus qui ouvre le bal, et puis le Soleil, Mars, Mercure. Hein, donc, ça va être très actif. Hein, ce secteur de votre thème va être très activé, mais également, du coup, ce que représente Saturne et Neptune au niveau sociétal. On verra certainement beaucoup de choses aussi à ce moment-là. Ça va pour tout le monde jusqu'à présent? Oui, super. On passe à Uranus en Gémeaux. Donc lui, c'est jusqu'en 2033 qu'il est en Gémeaux. Il va certainement amener hein, je pense qu'au cours des 7 prochaines années, les modes de communication, de déplacement, d'apprentissage et de pensée vont se transformer, hein, parfois de façon radicale et soudaine. Je pense que ce transit va accélérer la circulation des idées, des informations, des échanges, qui va favoriser l'innovation intellectuelle, les nouvelles technologies,
moi, je suis prête pour les voitures volantes, j'attends que ça. Et je pense que là, je dis ça en rigolant, mais en même temps, je me dis, à mon avis, dans 7 ans, il y aura des choses on ne peut pas imaginer. Je pense que c'est ce qui va se développer. Je pense que peut-être pas les voitures volantes, mais vous voyez, par exemple, les voitures sans conducteur. Je pense que ça pourrait beaucoup se déplacer. Les drones pour les livraisons, vous voyez, tout ça, voilà, on va certainement voir des choses incroyables. C'est vraiment futur bonjour pour moi, Uranus en Gémeaux. L'inconvénient, je dirais, c'est qu'il va y avoir certainement pas mal de nervosité, de la dispersion, de la surcharge mentale. Ça va être vraiment une période où il va falloir déjà trier les informations. On va être submergé d'informations, et ça, je pense que ça va faire beaucoup de bien pour... excusez-moi, j'ai un petit transit de chat pour le coup. Voilà, donc surcharge mentale, je pense qu'il va falloir vraiment pratiquer la respiration. Je pense que ça pourrait être une très très bonne ressource. Les Gémeaux sont liés aux poumons, donc respirer, s'ancrer, calmer le système nerveux, tout ce que vous pouvez faire pour l'aider, je pense que ça pourrait lui faire beaucoup de bien. Alors, j'ai 2 dates à vous partager par rapport à ce transit, outre celles qui sont à l'écran, celle du 4 juillet. Déjà parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, Uranus va être très important pour un pays en particulier, ce transit d'Uranus en Gémeaux. C'est pour les États-Unis. Parce que ce pays a signé sa déclaration d'indépendance lors d'un transit d'Uranus en Gémeaux. Donc, le fait qu'Uranus revienne en Gémeaux, ça veut dire que les États-Unis vont passer par une période de ce qu'on appelle le retour d'Uranus. Et dans leur histoire, ça a correspondu à des périodes importantes et assez souvent quand même liées à des conflits. Par exemple, on a eu la guerre de sécession, donc une guerre civile pour le coup. Et il y a également eu, lors du transit d'Uranus suivant, leur participation, leur entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. Bon, nous, on était bien contents qu'ils arrivent, donc voilà, c'était pas négatif pour tout le monde, mais en tout cas, clairement, c'est quand même des périodes d'intranquillité pour le pays. Donc, première chose. Et puis, bon, Donald Trump a lui-même Uranus en Gémeaux. Donc, il approche de son retour d'Uranus qu'on atteint tous à l'âge de 84 ans. Donc, c'est sûr que pour lui aussi, ça va être marquant. Donc, 4 juillet, en tout cas. La date que je voulais vous citer, c'était le 4 juillet 2026, parce qu'on aura Mars qui rejoint Uranus en Gémeaux et qui se place d'une manière un petit peu en tension des nœuds lunaires, qui sont des points d'éclipse, qui sont quand même très importants, qui amènent des événements karmiques, destinés. Donc, c'est vrai que ça fournit quand même un potentiel de... Alors, en positif, on va dire, c'est un potentiel d'action décisive qui permet de couper avec tout ce qui nous entrave. Souvent, Mars-Uranus, c'est on se bat pour la liberté, pour une libération. Donc, ça pourrait être un moment clé dans le processus de libération que Uranus a en réserve pour vous dans votre secteur Gémeaux. Mais elle a également une phase très impulsive, cette conjonction Mars-Uranus, voire explosive. Donc, au niveau collectif, ça peut indiquer qu'il y aura des événements soudains, imprévus, comme un élan de révolte inattendu, par exemple, peut-être en particulier aux États-Unis, du coup. Parfois, ça prend la forme d'un tremblement de terre, dans les zones à risque, bien sûr. Et comme c'est la fête nationale américaine, le 4 juillet, c'est vrai que, forcément, ça les concerne de près et ils pourraient le vivre dans un climat d'intranquillité sociale, je pense. Donc, mes conseils, parce qu'en général, Mars-Uranus, ça peut avoir quelques petites difficultés. Mes conseils, c'est ne prenez pas de risques inutiles ce jour-là. Évitez l'avion. Souvent, il y a quand même des problèmes. Éruptions volcaniques, alors, c'est plutôt Pluton, souvent, les éruptions volcaniques. Donc, c'est pas forcément avec Uranus. Non, surtout en Gémeaux. C'est pas à ça que ça me fait penser. Donc, évitez l'avion, ça c'est clair. Soyez prudents sur la route. Évitez les activités où vous pourriez vous blesser aux mains, aux doigts. Parce que c'est ce que les Gémeaux maîtrisent. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Ça vaut pour la veille aussi, la veille, le jour même. Et voyez, surtout, essayez de ressentir dans votre vie où est-ce que vous ressentez un élan de pressant, de libération. Parce que ça va être un bon indicateur pour vous. Une date positive, c'est le 21 juillet. On aura Jupiter en Lion qui formera un aspect favorable à Uranus. Jupiter est un bénéfique. Donc, utilisez cette belle énergie pour explorer de nouvelles pistes qui font sens pour vous, pour partager vos projets, vos visions avec le monde, pour renouveler vos croyances, pour apprendre, pour transmettre. Voilà pour Uranus en Gémeaux. Et on a quelqu'un qui me parle les voitures volantes que la personne avait dessinées il y a 50 ans. Excellent. Et ben voilà, peut-être qu'elles vont arriver, ça y est. Alors, Jupiter en Lion. Jupiter, c'est un grand bénéfique. Mais là, disons que, en même temps, je suis très contente de le voir arriver en Lion. Ça va être une nouvelle énergie, ça va être très enthousiasmant, je pense. Mais c'est vrai qu'en Cancer, il était dans un signe où il était particulièrement à même de déployer ses bienfaits.
C'était son signe d'exaltation. Donc, c'est vrai que profitez-en quand même. Ne sautez pas trop, n'ayez pas trop hâte. Ça va être sympa, Jupiter en Lion, mais n'ayez pas trop hâte. Profitez encore de Jupiter en Cancer parce que c'est vrai que c'est quand même un signe. On n'y voit qu'une fois tous les 12 ans et il amène des choses très douces en Cancer, qui peuvent être de l'ordre de la guérison aussi et de l'amélioration de choses liées à la famille, à la maison, etc. Donc, voilà, ça c'était l'intro, on va dire. Donc, Jupiter en Lion, en tout cas, on va tous être en piste pour un show, clairement. Jupiter en Lion, il insuffle une énergie vraiment flamboyante, de confiance en soi, de créativité, de rayonnement personnel. Pensez à Céline Dion. Elle a Jupiter en Lion en maison 1. C'est quelqu'un qui a toujours eu confiance en elle et qui a toujours su qu'elle allait devenir une star ou qui a toujours eu envie de le devenir. Donc, Jupiter en Lion encourage l'expression de soi, le leadership, le désir de laisser une empreinte visible, voire grandiose dans le monde. Donc, ces possibles inconvénients, je dirais, c'est l'inflation de l'ego, un côté un peu matu, un besoin de reconnaissance à tout prix. Donc, ce transit, il soutient des projets qui sont portés avec cœur, avec générosité, avec authenticité. Il soutient les partages qui sont créatifs, joyeux, comme je pense à un festival de théâtre. Vous voyez, ça pourrait être génial pour Jupiter en Lion. Il procurera croissance et expansion à ceux qui sont menés par un enthousiasme et une confiance sincère. Le roi des réseaux. Alors, pourquoi j'ai noté ça? C'est parce qu'il va faire un aspect très fort et très puissant à Pluton en Verseau, le 20 juillet. Et pourquoi je dis le roi des réseaux? C'est parce que c'est une configuration qui est intense et puissante, qui pourrait avoir des inconvénients, comme pousser à l'extrême l'orgueil ou le besoin de contrôle de certains leaders. Je pense par exemple à Donald Trump, encore une fois, parce que c'est vrai qu'il est ascendant Lion, il a Mars en Lion en maison 1, mais c'est vrai que lui, avec Jupiter en Lion, ça va certainement lui donner des envies d'expansion. Donc, ça serait l'inconvénient de cet aspect de Jupiter avec Pluton le 20 juillet, mais elle comporte également aussi un véritable potentiel de succès et de visibilité. Donc, c'est pour ça que si vous communiquez sur les réseaux sociaux, avec Pluton en Verseau, ça pourrait être particulièrement intéressant, d'autant plus que cette configuration se fera en aspect harmonieux à Uranus en Gémeaux. L'autre période que je voulais attirer, sur laquelle je voulais attirer votre attention par rapport à Jupiter en Lion, c'est la venue de Mars qui va le rejoindre en Lion. Il arrive fin septembre et il va demeurer là pendant 2 mois, donc jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, la conjonction de Mars et de Jupiter a de très bons côtés. Ça peut amener un très grand courage et une confiance complète, du coup, dans le résultat des actions qu'on entreprend. Mais vous remarquerez aussi peut-être que c'est pendant cette période, à mon avis, qu'on verra les inconvénients de Jupiter en Lion. Donc, son côté, éventuellement, l'excès d'orgueil, la bravade, la démesure. Encore une fois, on verra peut-être ce que le président américain a prévu à ce moment-là, mais c'est vrai que comme il aura ça sera un retour de Mars du coup pour lui, donc ça va lui donner beaucoup de niaque, beaucoup d'envie d'agir, beaucoup d'agressivité, etc. Voilà pour ça. Je vous fais on a terminé, on va dire, les transits planétaires principaux. Donc pour résumer, on a vu qu'il y aura une dominante Yang. Ces dernières années, on était dans une énergie dominante Yin avec beaucoup de planètes dans les signes de terre et d'eau. Là, on va passer dans une dominante Yang avec beaucoup de feu et d'air. On va être dans cette idée de mouvement, de connexion aux autres, d'affirmation de soi, d'élan. Il y a un potentiel créatif très fort, martial aussi, c'est clair, un petit peu plus agressif certainement, plus extériorisé, mais aussi d'activité, d'extraversion, de rencontres qui aura de très bons côtés également. Alors, je note un commentaire d'Alain qui nous dit « En qualité d'écologiste, j'attire votre attention sur la dégradation des conditions de vie liées à l'évolution négative du climat et que toutes ces évolutions technologiques, bien sûr, ne pourraient qu'aggraver la situation. » Bien sûr, bien sûr. Et dans ce sens, la conjonction Neptune-Saturne pourrait être l'évolution d'une philosophie de la sobriété et d'un refus de cette plongée technologique. Eh bien, ce serait merveilleux. Tout à fait. Ce serait extraordinaire. J'avoue que j'ai peine à y croire avec autant avec Pluton et Uranus qui seront dans des signes d'air, Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, et ils seront en trigone à partir de l'été, et puis encore ils le formeront en trigone encore plusieurs fois. Donc c'est vrai que je doute que l'accélération de la technologie, que ça ralentisse en fait. J'en doute malheureusement. Mais ce serait merveilleux effectivement que, par contre, le côté Saturne-Neptune en Bélier ait cet impact.
Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ouais, parfait. On passe aux éclipses? Allez. Les éclipses en 2026, voilà les dates. Alors, la première, le 17 février, c'est celle sur laquelle moi j'ai un œil, on va dire, j'ai un œil collé là-dessus, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le moment où on a justement cette transition, hein, de Saturne et Neptune en Bélier. Donc c'est vrai qu'elle va fortement souligner cette arrivée, hein. Saturne sera juste arrivé 3 jours avant. Saturne arrive le 14. Le 17, on a l'éclipse, et le 20, on a la conjonction exacte de Saturne et Neptune. Donc c'est vrai que ça me semble quand même être une période importante. Donc les éclipses, pourquoi est-ce qu'on en parle déjà? C'est parce que ce sont des pleines lunes et des nouvelles lunes qui sont particulièrement chargées énergétiquement. Elles sont traditionnellement considérées comme des grandes fins et de grands commencements depuis l'Antiquité, hein. Donc, je leur dédierai un article, en fait, ultérieurement sur mon blog. Vous aurez un horoscope signe par signe avec, pour ces éclipses. Donc, j'irai pas en détail ici aujourd'hui, bien sûr, mais au moins pour vous donner une petite idée. On a d'abord donc les éclipses. Je vais commencer par celles qui nous ont suivies toute l'année 2025 déjà, donc sur l'axe Vierge-Poisson. Et il y en aura de nouveau du coup 2 autres en 2026. Une le 3 mars en Vierge et une le 28 août en Poisson. Donc ces éclipses-là, Vierge-Poisson, elles mettent en tension un besoin de maîtrise et d'organisation, côté Vierge, avec l'appel au lâcher-prise à la fois et à l'appel de l'invisible du côté des Poissons. Elles nous demandent finalement de trouver un juste équilibre entre service concret et inspiration, entre contrôle du quotidien et écoute sensible de ce qui ne se prouve pas mais se ressent, hein, côté Poisson. C'est finalement une sorte de tiraillement entre rationalité et sensibilité, spiritualité, hein, entre la Vierge et les Poissons. Et puis du côté du nouvel axe, du coup, qui est activé cette année, donc Vierge, Verseau, Lion, la première étant donc 17 février, la deuxième le 12 août. Là, ce sera une tension entre individualisme ou individuation, on va dire en Lion, et collectif, Verseau. Donc c'est comment rayonner sans écraser les autres, comment appartenir à un collectif et au monde, à la société, sans m'effacer, en restant dans mon cœur, dans mon authenticité. Elles mettent également le rapport, dans la balance, à mon avis, le rapport entre l'humain, hein, le cœur, encore une fois, donc le côté lion, et la technologie, hein. Le besoin de se centrer sur le cœur pour faire avancer l'humanité, et pas en créant des robots qui vont au contraire contribuer à la déshumaniser. Hein, voilà. Donc là, je pense que ça va fortement se jouer. Et c'est vrai qu'avec c'est le nœud nord, donc c'est la tête du dragon. Donc la tête du dragon, vous imaginez avec des grandes dents, hein, la tête du dragon un peu dévorante, qui va être du côté du Verseau. Donc voilà, je soupçonne qu'on va quand même, ça va encore accroître, hein, finalement ce côté d'être très avide de développement technologique. Donc encore une fois, comme on aura le nœud sud côté Lion, et le nœud sud, je vous le disais tout à l'heure, c'est une sorte, pour moi, il est plein de choses, mais c'est aussi une sorte de petit panier, hein, dans lequel on peut aller puiser des ressources. Et donc là, on va pouvoir aller puiser dans nos ressources Lion, c'est-à-dire le cœur, l'authenticité, l'humain, hein. Donc voilà, je vous parlais d'un festival de théâtre tout à l'heure, ça c'est humain, vous voyez. Et on est obligé d'être, normalement c'est en live que ça se passe, c'est en vrai, on est ensemble. Voilà pour les éclipses. Donc je vous invite à surveiller, hein, ces dates, bien sûr. Autour de ces dates, il peut se passer des choses importantes dans votre vie. Les rétrogradations de Mercure maintenant. Je vous ai marqué les dates et je voudrais attirer votre attention qu'elles se déroulent dans des signes d'eau. Et c'est pour ça que je vous disais en démarrage que Mercure sera certainement une ressource dans cette année très yang, d'accord? Surtout à partir du moment où Jupiter sera rentré en Lion, hein. Donc dans la deuxième moitié à partir de la deuxième moitié 2026, on sera vraiment dans une énergie qui sera presque uniquement yang. Donc là, avec Mercure qui transite dans des signes féminins, hein, des signes d'eau, et bien là, je pense que ça va être une ressource, puisque c'est une planète de réflexion, hein, Mercure, de pensée, de communication. Et quand elle est rétrograde, on peut finalement méditer intérieurement, revenir sur des sujets, sur des discussions, revoir, corriger, hein. Donc, dans les signes d'eau, ça va être des périodes très intéressantes, justement, d'intériorisation, de réceptivité, d'émotion, hein. On va pouvoir réfléchir et communiquer d'une manière qui est empathique, sensible, créative, beaucoup plus réceptive, beaucoup plus à l'écoute, finalement. Donc, je pense que ça va être des grands moments de ressources. La rétrogradation de Vénus. Vénus, c'est une planète d'amour, hein, et de relations.
Donc là, pour le coup, sa rétrogradation, ce sera en fin d'année, entre début octobre et mi-novembre. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que Mercure va terminer son séjour, sa rétrogradation au Scorpion à la même date, 13 novembre. Donc, ils seront ensemble, 13-14 novembre, vous voyez, hop, mi-novembre, on aura, je pense, un moment où on aura terminé un processus de réflexion sur différents sujets de notre vie, puisqu'on aura Mercure et Vénus en même temps rétrograde. Et hop, mi-novembre, ça y est, ils repartent en marche avant tous les deux. Donc, je pense que ça va être un moment où on pourra comprendre plus de choses et réavancer sur pas mal de sujets en même temps. Donc, Vénus, elle, ces périodes de rétrogradation, ils vont se jouer à cheval entre le Scorpion et la Balance. Donc, c'est idéal, la rétrogradation de Vénus, en général, pour faire le point sur la place de l'amour, sur la paix, le plaisir, la beauté, l'argent, les valeurs dans notre vie. Alors, je dirais que l'inconvénient de celle-ci, ça ne va pas être la plus simple de toutes celles qu'on a pu vivre dans notre vie, parce que ça arrive tout de même régulièrement. Je crois que c'est tous les 9 mois, il me semble, les rétrogradations de Vénus. Ça ne va pas être la plus simple parce qu'au moment où elle commence à rétrograder, donc début octobre, ça va se faire dans une configuration qui est quand même assez tendue, en carré à Mars et à Pluton, en Scorpion, qui est un signe d'exil pour elle. Donc, c'est pas le plus simple. Donc, c'est vrai que ça me laisse penser qu'elle pourrait, je pense, mettre fortement en lumière justement peut-être des choses qu'on n'accepte plus, au niveau des valeurs, au niveau de l'amour, au niveau des relations. On pourrait rompre, on pourrait se séparer d'amis, de relations, quitter peut-être des réseaux, des groupes aussi auxquels on appartient. Ça va certainement, en tout cas, mettre en lumière avec Pluton des schémas relationnels peut-être un peu douloureux ou qui ne sont plus nécessaires et les purger, les transformer. Avec Pluton, il y a vraiment cet effet de mort et renaissance, donc il y aura peut-être une idée un peu de mort et de renaissance de notre rapport à l'argent, aux valeurs, aux relations dans notre vie en général. Donc pas la plus simple. Ce que j'aime, par contre, ce que je trouve quand même positif, c'est que quand elle émerge, quand elle revient en balance, en fait, finalement, et là, c'est le signe où elle est chez elle, où elle est bien placée, elle va pouvoir, finalement, au terme de son processus de rétrogradation, je pense qu'il y aura quelque chose de peut-être plus positif qu'au début. Voilà, c'est le truc positif que je peux vous dire. Voilà. Et oui, tout à fait, réflexion sur les valeurs, surtout en Scorpion, tout à fait. Voilà pour la rétrogradation de Vénus. Alors, avant de passer éventuellement aux questions, quels signes sont les plus concernés ou est le plus concerné par les transits de 2026? Donc, en réalité, tous les signes vont être impactés d'une façon ou d'une autre par les transits de l'année. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter et vous donner quelques petits éléments rapides, on va dire, sur chacun. Donc, si on reprend Si on reprend Neptune et Saturne en Bélier, puisque je ne vais pas les distinguer, je dirais que ça va être probablement un petit peu plus rude pour tous les signes cardinaux. Bélier, bien sûr, au premier chef, ce sont eux qui récupèrent ce que les poissons ont traversé depuis les ascendants poissons ont traversé depuis plusieurs années. Donc pour les béliers, ça va être probablement le plus difficile. Et puis, mais également, du coup, pour les cancers ou ascendants cancer, surtout les soleils du tout début, cancer, tout début balance, tout début capricorne. Ça va être certainement les personnes les plus impactées. Et puis sinon, les ascendants cancer, où qu'ils soient, ascendant balance et ascendant capricorne. Par contre, ce sera un transit qui sera favorable et certainement structurant et soutenant pour les ascendants lion, les soleils et les ascendants lion, et les soleils et ascendants sagittaire, puisqu'ils vont recevoir des trigones de ces signes. Et dans une moindre mesure, ça va être favorable aux signes d'air que sont les Gémeaux et les Verseaux. Pour Uranus en Gémeaux, forcément, les Gémeaux sont les premiers concernés, ça risque de les secouer quand même, surtout du coup, les soleils en Gémeaux, les personnes qui ont leur soleil ou la lune au tout début du signe des Gémeaux, pour les ascendants Gémeaux, bien sûr, et d'une façon générale, du coup, pour les soleils et ascendants des signes mutables, donc Vierge, Sagittaire et Poisson. Ça, c'est sûr que ce sont eux qui vont avoir ces côtés de transition de vie. Et je trouve que les ascendants vierges en 2025, particulièrement, ont été très concernés par ce transit d'Uranus en Gémeaux, aussi parce qu'il y a les éclipses en Vierge et en Poisson qui concernent également beaucoup les signes mutables. Donc, Uranus en Gémeaux et les éclipses pour les signes mutables. Donc, je répète, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, très important. Ce transit, par contre, va être favorable, puisque assez libérateur pour les balances et ascendants balance, et les Verseaux et ascendants Verseaux. Et dans une moindre mesure pour les béliers et les lions, ascendant ou soleil. Et Jupiter en lion, alors là, c'est sûr que les signes fixes vont le sentir plus fortement, c'est-à-dire les lions à un premier chef, bien sûr,
premier lieu, les scorpions, les verseaux et les taureaux. Ça, c'est sûr que, mais comme c'est un bénéfique, si vous voulez, même si vous le ressentir fortement, a priori, c'est quand même plutôt positif. Pour les ascendants lions, par exemple, c'est super. Ça va être un moment de confiance en soi, etc. Ça va être particulièrement favorable aux béliers, ascendant bélier et sagittaire, ascendant sagittaire. Et dans une moindre mesure pour les gémeaux et les balances, ascendant et soleil. Et il n'y a pas vraiment de signes pour lesquels ça risque d'être plus difficile. Encore une fois, ça reste un bénéfique, donc c'est vrai que normalement, même si c'est en carré, ça reste. Les éclipses, quant à elles, Verseau, Lion, c'est sûr que ça sera très marquant pour les lions et les verseaux, bien entendu, et également pour les signes les autres signes fixes, c'est-à-dire Scorpion et Taureau. Et puis, les éclipses en Vierge et en Poisson, très marquant, bien sûr, Vierge, Poisson, et les autres signes mutables, donc Gémeaux et Sagittaire. Ça, c'est sûr que les secousses dans leur vie, ça sera plus marquant pour ces signes. Voilà pour les éclipses. Pour les rétrogradations de Mercure, c'est sûr que les signes d'eau vont particulièrement en bénéficier, donc Poisson, Cancer, Scorpion. Et ça va être favorable aussi aux signes de terre, comme les Capricornes, les Taureaux, les Vierges. Les Vierges, oui, peut-être dans une moindre mesure, mais peut-être dans une moindre mesure. Et puis, la rétrogradation de Vénus, là, c'est un peu particulier, comme elle est sur 2 signes assez différents. Je pense que de toute manière, tout le monde va le vivre un petit peu difficilement, on va dire. Je pense pas qu'il y ait un signe spécialement qui s'en sorte mieux que les autres avec elle. Donc, voilà, je préfère pas m'avancer en l'occurrence pour elle. Voilà. Voilà pour ça. Hop. Avez-vous des questions? C'est le moment où peut-être, si vous le souhaitez, vous pouvez rouvrir votre micro ou bien les noter dans le chat comme selon là où vous vous sentez le plus à l'aise. Alors, pourquoi les rétrogradations de Mercure vont être plus bénéfiques pour les signes d'eau? Parce que tout simplement, ça va être une opportunité de s'exprimer, en fait. Ça va être une opportunité de s'exprimer plus facilement, d'une manière que les signes d'eau comprennent mieux, d'une façon qui est justement douce, empathique, sensible, imagée peut-être, vraiment basée sur le ressenti. Donc c'est pour ça que ça sera probablement plus bénéfique pour eux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et oui, c'est quelqu'un qui a plein d'eau dans son thème qui pose la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, juste une petite question. Oui. Sur la partie géopolitique, moi, je pense que ça a déjà commencé à bouger. On a vu déjà les premiers effets de ce changement d'organisation du monde avec Donald Trump, avec sa méthode à forcer la main. Donc, comment vous voyez, vous, l'évolution par rapport justement à la Russie, à la Chine, les 3 grandes puissances, en fait, et la position de l'Europe au milieu de tout ça? Alors là, c'est difficile à dire. Honnêtement, ça dépasse un peu le cadre de mes compétences parce que je ne suis pas spécialisée en astrologie géopolitique. Je me renseigne dessus, par contre, avec avidité. Prédire réellement ce qui peut se passer, à part dire qu'il y a des périodes, à part indiquer des périodes, comme je l'ai fait aujourd'hui, où je pense que clairement, il va se passer des choses. Et pour la Russie, par exemple, pour moi, clairement, mi-février, à mon avis, ça va être un moment clé. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire précisément. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump, il a été très... vous voyez, les éclipses, typiquement, lui, il a ses éclipses natales et elles sont très, très fortes. Il est né, en fait, sous une éclipse, en Sagittaire et en Gémeaux. Donc, lui, les éclipses en Vierge et en Poisson, elles se sont passées en carré Haussienne, donc ça a fortement activé. Il faudrait que je vous montre son thème. Vous savez quoi? Je vais afficher son thème parce que je pense que je l'ai ouvert tout à l'heure. Ouais. Je vais vous le montrer, ça sera plus facile de comprendre. Voilà le thème de Donald Trump. Donc, vous voyez, éclipse, Soleil conjoint au nœud nord en Gémeaux, nœud sud conjoint à la Lune en Sagittaire. Et Uranus, tout près de son éclipse natale. Donc Uranus, qui est une planète de chaos, d'instabilité, de renouvellement, d'envie c'est vraiment un goût du futur. On est vraiment dans quelque chose d'une envie de changer, voilà, une envie de changement. Donc lui, il est né sous cette configuration. Et les éclipses, l'année dernière, se sont passées ici. Donc elles ont activé, mais d'une manière tendue, si vous voulez, ces éclipses à lui. Donc, il y a vraiment cette idée que je pense que tant que les éclipses vont continuer à se dérouler là-dessus, ça ne va faire que continuer à activer, lui, son envie justement de changer les choses, de renouveler, de faire bouger les lignes, finalement. J'imagine que lui,
on peut supposer que lui, il a peut-être l'impression voilà, d'être en train de moderniser son pays, hein, voilà, peut-être. Mais donc, je pense que tant qu'on a des éclipses dans cet axe-là, ça risque d'être très fort. Ceci étant dit, avec le retour d'Uranus du point Gémeaux, bon, il y a un moment où les choses vont, il va peut-être pas pouvoir continuer sur cette voie-là, parce que du coup, il va y avoir, si vous voulez, un facteur extérieur de chaos et de changement qu'il ne va peut-être pas pouvoir contrôler. Mais bon, avec Jupiter et Mars en Lion, là, à partir de l'été, je pense que ça va quand même lui donner des envies belliqueuses qui vont, voilà, peut-être pas arranger le climat actuel, quoi. Merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sur une Oui. autre, sur l'astrocartographie, est-ce que vous Oui. faites une formation sur le sujet? Et non, pas encore, hein, ça viendra, mais Ça pas encore pour le m'intéresserait, moment. mais Ouais, voilà. ouais, ok. Bah, je note, je vous tiendrai au courant si jamais je devais m'y mettre. J'ai vraiment pas eu le temps, en fait, mais effectivement, à un moment, ça fait partie des projets. Ok, merci. Merci de votre intérêt. Et justement, d'ailleurs, bah, voilà, pour ceux qui veulent éventuellement me suivre, me retrouver, hein, je donne des cours, des consultations, des newsletters mensuels dans lesquels je donne des analyses du mois, hein, des énergies du mois. Oups, alors, pardon, si je ne partage pas mon contenu, vous n'allez pas pouvoir l'inventer. Voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà, c'est pas avec Donald que ça se passe. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube. Il y a ma newsletter, du coup, je donne plein d'informations sur les énergies du mois, sur mes événements également. Et d'ailleurs, du coup, pour ceux qui sont dans la région, hein, donc le 06, on va explorer cette fameuse éclipse du 17 février. On va l'explorer justement début février lors d'une soirée astro. J'ai aussi un atelier d'exploration de thème natal pour les personnes qui sont un petit peu avancées en astrologie et que ça amuse de participer. C'est le 28 février. On va se retrouver, on va explorer des thèmes ensemble, de personnes connues et d'inconnues. Voilà, et puis je serai au Salon du bien-être de Mandelieu comme depuis 2 ans, au mois de mars également. Pour les locaux, bien sûr. Mais l'atelier d'exploration de thèmes se fait en ligne, donc même pour les personnes qui sont loin, ça peut être une option. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre présence avec moi aujourd'hui, pour vos questions. J'espère que voilà, ce live vous a plu et je vous dis à très bientôt.